Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. De la disparition de l'autre. Éclipse ou destruction? Au début de Shoah, il y a 2 survivants du ghetto de Vilna qui racontent comment ils ont été contraints en 1944 d'ouvrir des fosses et de travailler à main nue sur les cadavres. Les Allemands leur interdisaient de prononcer le mat mort ou le mot victime. Il fallut appeler cela des Figuren, c'est-à-dire des poupées, des marionnettes. C'est Lanzmann. Pourquoi jouais-je à l'écrivain? Moi qui aurais dû depuis belle lurette trouver ma place dans une de ces fosses communes aujourd'hui oubliées sous les sillons des charrues. J. Améry. Relisant sur les conseils d'un ami, l'entretien infini de Maurice Blanchot et en particulier le chapitre intitulé L'expérience limite, nous avons été frappés par les affinités de ce texte avec ce que nous nous proposons de développer dans ce chapitre. C'est pourquoi nous commencerons par 2 citations de ce livre. Voici la première. Quelqu'un interroge. Et pourquoi un seul parlant? Une seule parole ne peuvent-ils jamais réussir malgré les apparences à le nommer? Je le sais. Il faut que nous soyons au moins 2. Mais pourquoi 2? Pourquoi 2 paroles pour dire une même chose? C'est que celui qui dit c'est toujours l'autre. Et voici la seconde. Que l'homme puisse être détruit, cela n'est certes pas rassurant, mais que malgré cela et à cause de cela, en ce mouvement même, l'homme reste l'indestructible. Voilà qui est vraiment accablant, parce que nous n'avons plus aucune chance de nous voir jamais débarrassés de nous ni de notre responsabilité. Il me semble que c'est au lieu de l'entrecroisement de ce qui pose l'humain en ces termes, que se situent les enjeux fondamentaux de la question du génocidaire, mais aussi de la spécificité du traumatisme que provoque un génocide comme perte du lien à l'autre. En effet, si la première définition que l'on peut donner d'un projet génocidaire est celui de tenter de détruire un peuple en son entier de son origine à son devenir, c'est dire qu'il s'agit en même temps et tout autant du meurtre réel des personnes vivantes d'un groupe que de la destruction des référents symboliques qui le constituent de manière à ce que soit ainsi anéantie pour eux toute possibilité de transmission généalogique. C'est pourquoi nommer génocide un temps de l'histoire comme sans prétendre l'héritier, n'est ni s'attribuer des lettres de noblesse, ni proposer une hiérarchie des douleurs, mais seulement tenter de poser la spécificité d'une structure pour essayer de comprendre les éléments qui la constituent et ainsi, peut-être, se donner les moyens de soigner les blessures psychiques qu'elle engendre aussi bien pour les survivants que pour leurs héritiers. Structure qui pourrait bien être, en ce cas, celle qui organise le psychisme et donne sens à la plupart des histoires de ces survivants comme à celles de leurs héritiers et ceci de manière aussi variée que souvent non repérable. La mise en place de cette structure est donc le fruit de l'organisation d'un projet humain élaboré, qui vise, au-delà du meurtre des personnes, leur disparition, dont l'une des formes raffinées est la déshumanisation. En effet, à travers cette déshumanisation se dévoile la nature quasi-ontologique de ce projet, puisqu'elle vise précisément la destruction de l'être humain dans sa spécificité, celle de sa transmission. C'est donc cette disparition de l'autre qui a lieu à partir d'une déshumanisation, qui entraîne, pour les survivants comme pour leurs héritiers, la perte intérieure de l'autre comme réfère de l'identité, coupant ainsi pour eux le fil de leur filiation. C'est pourquoi Leslie A. Davis peut écrire, à propos de l'ordre de déportation des Arméniens qui pour lui met en place cette disparition déshumanisante que la signification réelle d'un tel ordre est à peine imaginable pour ceux qui ne sont pas familiers avec les conditions particulières régnant dans cette région isolée, comparé à un massacre qui, quelle que soit l'horreur que le mot puisse évoquer, serait humain. Et il insiste et explique. Dans un massacre, beaucoup peuvent réchapper, mais une déportation générale de ce genre dans ce pays signifie une mort progressive et peut-être plus horrible pour presque tous. Car dit-il, je ne crois pas qu'il puisse en survivre 1 sur 100, peut-être même pas 1 sur 1000. Et c'est bien en raison de cette même perception que 2 infirmières de la Croix-Rouge danoise s'étonnent de cette volonté programmée, non seulement d'extermination jusqu'au dernier, ici femmes et enfants, mais encore de cette volonté d'infliger aux déportés avant leur mort, des souffrances telles qu'ils en perdent visage humain. Voici leur témoignage. Le gendarme qui nous accompagnait nous raconta qu'il avait conduit un convoi de 3000 femmes et enfants de Mamaratoun, près d'Erzurum jusqu'à Kemak Bogazi. Tous sont morts, nous dit-il. Mais pourquoi les faire d'abord souffrir d'une façon ineffable?
pourquoi ne pas les tuer tout de suite dans leur village? Demande Amnou. Réponse: c'est bien fait comme ça, il faut qu'ils connaissent les misères. De quelle misère s'agirait-il donc, si ce n'est celle extrême de la déshumanisation qui consiste à faire disparaître les déportés comme humains, avant de les tuer? Mais les tuer alors, en tant que quoi? C'est pourquoi nous appelons pour notre part la toile d'araignée mortelle que représentaient les chemins de déportation qui menaient les Arméniens vers les déserts de la mort, des chemins d'extermination. Si extermination est le mot juste à utiliser pour nommer la mise à mort génocidaire en sa spécificité. Il semble que nous retrouvons cette volonté de déshumanisation dans chaque génocide, comme un élément constitutif de celui-ci. Il est là comme un des visages de la disparition. Ainsi ne peut-on dissocier disparition et déshumanisation, celle-ci venant comme un redoublement de la première, puisque faire disparaître un humain à partir de la destruction de son humanité, c'est en quelque sorte le diluer dans le néant. Mais n'est-ce pas à propos de cette même nécessité de déshumanisation des victimes pour les bourreaux, que Primo Levi s'interroge dans Les naufragés et les rescapés? Pour un nazi orthodoxe, dit-il, il devait être évident, net, clair que tous les juifs devaient être tués, c'était un dogme, un postulat. Mais pourquoi au cours de leur rafle sauvage, dans toutes les villes et les villages de leur immense empire, violer les portes des mourants? Pourquoi s'affairer à les traîner dans leur convoi, afin de les emmener mourir au loin, après un voyage d'aimant en Pologne, sur le seuil des chambres à gaz? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple, plus économique, de les laisser mourir dans leur lit au lieu d'insérer leur agonie dans l'agonie collective du convoi? En vérité, on se trouve amené à penser que dans le Troisième Reich, la décision choisie, décision imposée d'en haut, fut celle qui comportait la plus grande douleur possible, le gaspillage maximum de souffrance physique et morale. Non seulement l'ennemi devait mourir, mais il devait mourir supplicié. Comme s'il était nécessaire de produire la quantité la plus grande de souffrance pour les mourants, mais aussi que cela ait lieu sous le regard des vivants, pour les plonger eux aussi dans une même déshumanisation sans recours. La mort dans l'extermination ne serait donc que secondaire par rapport à la déshumanisation, elle n'existerait que pour parachever la destruction de l'humain. C'est pourquoi doit-elle aussi se poursuivre, dans l'après-coup de la mort, sur les cadavres, comme acte de déliaison généalogique imposé aux vivants. Ainsi celui qui survit est-il atteint à la fois au lieu du mort et du vivant. Il est possible que ce soit cela qui constitue le propre d'un projet génocidaire, et là où ses objectifs se différencient radicalement de ceux de la guerre. Mais il existe aussi, conjointement à cette disparition de l'autre par la souffrance infligée, au-delà des limites physiques mais aussi psychiques, une autre disparition qui est celle qui se produit, lorsqu'un bourreau, par ses actes de torture, incarne directement une toute-puissance anéantissante à laquelle sa victime se sent livrée sans recours et qu'il vit à ce moment-là comme réel. Ce moment pourrait bien être celui où se constituerait le trauma, celui où se produit l'effondrement et la perte de l'autre la plus radicale, et avec elle, celle de soi. Là, l'anéantisseur ne peut plus exister en tant qu'autre mais génère, en place d'autre, un vide destructeur d'où tout autre disparaît en tant que prochain possible pour sa victime. Voici comment Jean Améry décrit ce que fut ce moment pour lui, dans Par-delà le crime et le châtiment. Et c'est pour surmonter l'insurmontable, le supplicié est surpris, dit-il, de voir que dans ce monde l'autre peut prendre la forme du dominateur absolu et que cette domination a pu tourner en pouvoir d'infliger la souffrance et d'anéantir. Celui qui a été soumis à la torture est désormais incapable de se sentir chez soi dans le monde. L'outrage de l'anéantissement est indélébile. La confiance qu'ébranle déjà le premier coup reçu, et que la torture finit d'éteindre complètement est irrécupérable. Étonnement de constater l'existence de l'autre qui s'affirme dans la torture sans plus tenir compte d'aucune limite et étonnement de voir que l'on peut devenir soi-même, chair et mort. L'homme torturé ne cessera plus de s'étonner à la pensée que ce qu'il appelle âme ou esprit, ou conscience ou identité selon le cas, puisse être anéanti d'un coup au moment où les articulations des épaules craquent et sautent, que l'on puisse à ce point réduire l'homme à l'état de chair et en faire une quasi-proie de la mort, c'est ce que seule la torture a pu lui apprendre. Avoir vu son prochain, dit encore Jean Améry, retourner contre soi engendre un sentiment d'horreur à tout jamais incrusté dans l'homme torturé. Personne ne sort de ce sentiment pour découvrir l'horizon d'un monde où règne le principe d'espérance.
Ainsi est-ce ce bref instant de conscience, qui se situe juste avant que l'être ne devienne plus que chair et mort, qui est recherché par le génocidaire. C'est la possibilité d'anéantir l'homme en l'homme, en sa présence et témoin de son propre anéantissement. C'est ce moment de bascule où il sombre hors un certain rapport donné d'innocence à la vie, et plus fondamentalement encore, hors son appartenance à la condition humaine, que vise le génocidaire, exerçant ainsi un pouvoir usurpé d'anéantissement démiurgique de l'humain en l'homme. Le véritable crime contre l'humanité serait-il alors celui de rendre l'autre impensable à un sujet rendu, de ce fait, à lui-même inaccessible? Cependant, si la disparition de l'autre peut avoir lieu au moment d'un agi génocidaire, elle peut aussi avoir lieu au moment de la disparition du dernier des siens, comme impossible et insoutenable effacement de celui qui était devenu le seul lieu restant d'inscription symbolique de l'autre. Les identifications internes ne pouvant plus alors tenir face à la destruction massive de ceux qui les soutenaient et en étaient les garants. C'est ce que nous décrit Wiesel dans Ce Terre est impossible, où, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la libération des camps, il dialogue avec J. Samprin sur la différence fondamentale entre camps de concentration et camps d'extermination. Elie Wiesel décrit ainsi à Rohré Samprin la disparition progressive des siens. Vous faites une expérience familiale, des familles entières partent, des communautés entières partent. La destruction, vous savez, vous la voyez progressivement, vous l'identifiez. Elle a le visage de la mère, de la sœur, du cousin, de l'ami du village de Roumanie, de Hongrie ou de Pologne. Et il poursuit, dans le camp je n'ai vécu que pour mon père. Parce que je savais que ma petite sœur, ma mère n'était plus là. Puis son père meurt à son tour, il raconte, fin janvier. Je me souviens que devant la grande baraque de la quarantaine pour nous chasser, on nous aspergeait avec de l'eau. Avec de l'eau glacée devant la baraque on devenait des glaçons, et j'étais avec mon père et puis mon père n'était plus mon père. Mon père était mort et puis en fait, je ne connaissais plus Buchenwald, je n'ai plus vécu donc à partir de ce jour-là jusqu'à la libération, je n'étais plus là. J'avais oublié jusqu'à mon nom. À Auschwitz à la fin et dans le train surtout. J'avais un numéro, A7713. C'était ça. J'étais un numéro. Depuis la mort de mon père, je ne savais pas ce qui était vrai, ce qui était vivant ou pas. Et plus loin, il ajoute, à partir de cette mort j'étais dans la mort. Ainsi est-ce au moment dans les camps de la mort du dernier des siens, mais aussi du père, représentant et porteur de la transmission que seront pour Elie Wiesel le lien générationnel et qu'il oublie son nom de vivant pour ne plus se souvenir que de son numéro pour la mort. Comment pourrait-il mieux dire ce moment de bascule qu'en cette phrase terrifiante jusque dans sa concision ? J'étais avec mon père et puis mon père n'était plus mon père était mort et puis je n'étais plus là. Il y a donc pour lui, un moment où juste avant de mourir son père n'est plus son père, n'est plus reconnaissable, identifiable comme son père, en même temps qu'il n'est plus intégrable, pensable comme un humain. C'est cette destruction, vécue comme disparition radicale des humains qui lui est insupportable parce qu'elle ne peut, au sens littéral, plus être supportée. C'est de ce même moment comme disparition de l'autre, alors que celui-ci est encore en vie, mais que son humanité est comme dissoute, et où il n'est plus, parce qu'il n'est plus visible comme humain dont Robert Antelme parle dans l'espèce humaine dans son récit de la disparition de K. K va mourir, m'avait-on dit. Il était au revire depuis une 8aine de jours. Je suis allé au revire voir K, il faisait nuit. J'ai longé la baraque du revire. Arrivé au bout de la baraque, j'ai ouvert la porte. Ils étaient dans leur lit. Je cherchais K dans les lits. J'ai demandé à l'infirmier qui était près du poêle. Où est K ? Il m'a répondu surpris. Ben quoi, tu es passé devant. Il est là. Et il me désignait vers la porte, un des lits devant lesquels j'étais en effet passé. Je suis allé alors vers le lit voisin, et j'ai demandé à celui qui était couché. Où est K ? Il a tourné la tête, et m'a désigné celui qui était appuyé sur ses coudes. J'ai regardé celui qui était K, et j'ai eu peur de moi. Je l'ai regardé par-dessous, je l'ai examiné, je l'ai tellement regardé que j'ai fini par lui dire pour voir à voix très basse de tout près. Bonjour vieux. Il n'a pas bougé. Je ne reconnaissais rien. Cela était arrivé pendant la vie de K, c'était en K vivant que je n'avais trouvé personne. La mort, le mort K allait rassurer,
refaire l'unité de cet homme. Cependant ceci resterait, qu'entre celui que j'avais connu et le Morka que nous connaîtrions tous, il y avait eu ce néant. Comment parler de ce moment de néant qui recèle sans doute tout l'indicible et condense en lui l'au-delà du pensable de la destruction possible de l'homme. Moment où pour celui qui vit le mourant disparaît comme autre, devient impensable et où lui le lâche parce que cela ne lui est pas possible autrement, simplement parce qu'il n'est pas possible de ne pas lâcher prise sans être, au-delà de la désespérance, englouti soi-même dans le néant ou la démence. Moment de défaillance à l'égard de l'autre qui, même s'il est incontournable, constitue à la fois une dette et une culpabilité infinie à l'égard de ce mort en même temps qu'il rend son deuil impossible. Ainsi est-ce le mon père n'était plus mon père, vécu dans l'avant de la mort du père qui dans l'après de sa mort, conduit Elie Wiesel à disparaître à son tour pour devenir un numéro pour la mort. Ce n'est donc pas la mort en elle-même qui prive d'identification et fait disparaître les morts comme appui identificatoire, mais la déshumanisation qui précède leur mort et qui les destitue de leur place de soutien et de transmetteur d'identification symbolique, en même temps qu'elle détruit la mort comme instance symbolique qui lie les vivants aux morts. Quant à Robert Antelme, après l'épisode du revire, il reste encore, heureusement pour lui, des autres à qui il peut se raccrocher, en qui il peut se regarder et à qui il peut s'identifier. Il dit « Parce que je ne retrouvais plus celui que je connaissais, parce qu'il ne me reconnaissait pas, j'avais douté de moi un instant. Et c'était pour m'assurer que j'étais bien encore moi, que j'avais regardé les autres, comme pour reprendre respiration. Les figures stables des autres m'avaient rassuré. » De même Elie Wiesel poursuit après la mort de son père. Il y avait de temps à autre quelqu'un de ma ville qui venait simplement pour me rappeler mon nom. Pour nommer mais aussi pour se nommer, il faut donc toujours être au moins deux, dit Maurice Blanchot. Ainsi, tant que le père d'Elie Wiesel était en vie, il représentait ce collectif qui constituait et soutenait ces repères internes qui lui étaient ainsi transmis généalogiquement. Lorsque celui-ci disparaît, de cette façon et à ce moment-là, ces références internes s'effondrent, faute de répondants externes. À la disparition de son père, il perd alors son nom, son identité, jusqu'à ce qu'un autre, venu de l'extérieur et porteur de références communes, en le reconnaissant et en le nommant, vienne en quelque sorte démentir cette destruction totale et le réintégrer dans sa communauté symbolique. Mais si un jour, il n'y avait plus personne pour le nommer, deviendrait-il définitivement sans nom et ne pourrait-il que s'abandonner à son numéro pour la mort? Est-ce qu'être le seul et le dernier restant serait perdre son identité faute d'autre? Autrement dit, ne pourrait-il alors, ce dernier-là, plus que se laisser emporter par ces morts disparus, auxquels il ne pourrait plus s'identifier autrement que par sa propre disparition et sous la forme d'une mort volontaire? Il se pourrait alors que s'installe pour le rescapé une fragilité définitive de l'autre, d'un autre interne comme à jamais ébranlé, et que seul, un autre réel et appartenant au lieu de ses identifications infantiles pourrait temporairement le maintenir hors effondrement et conjurer ce trou qu'a creusé en lui l'expérience de la possible disparition absolue de l'autre. Est-ce cela qui fait dire à Elie Wiesel comme à Roré Samprin qu'à l'idée d'être le dernier témoin, la seule pensée qui leur vienne à l'esprit est celle du suicide? Le génocide serait donc aussi la tentative de mise en place pour les survivants de la disparition de l'autre à partir du trou halluciné de sa destruction totale. Le seul autre restant, si l'on peut encore le nommer ainsi, devenant l'anéantisseur tout-puissant maître et participant d'une scène de destruction dans laquelle les survivants sont engloutis parce que tout tiers, c'est-à-dire tout autre possible, s'en trouve exclu, que se trouve ainsi mis hors de portée pour la pensée et le psychisme, tout autre lieu possible de référence et d'existence. C'est pourquoi pour échapper à cela, il est possible de comprendre que les survivants, si rien ne vient les en séparer mais aussi les en protéger de l'extérieur, ne puissent que mettre en place des organisations défensives pour tenter de ne plus être en contact avec cette scène, l'enquister, l'encrypter en un lieu qui devient en eux comme un angle mort, mais qui les laisse toutefois toujours au bord d'un risque de mort réelle. Leur vie n'étant alors plus, parfois, qu'un long détour avant de plonger dans cette mort, cédant en cela à la volonté première de l'anéantisseur et dans l'échec de la restauration d'un autre qui soit autre que celui-ci. En cela, ils ne font donc que retarder l'échéance et ne sortent ni du trauma ni de l'imaginaire de toute puissance de l'anéantisseur qui, à un moment, a réellement occupé cette place pour eux.
Ainsi y a-t-il pour les survivants et pour leurs héritiers une absolue nécessité, que soit reconnu par d'autres ce que fut ce trauma, comme reconnu la nature du projet génocidaire. En effet, seule cette reconnaissance, en démentant et démasquant l'imposture de la toute-puissance imaginaire et usurpée du génocidaire, peut restaurer, comme en contrepoint, un autre lieu que celui du trauma. Cependant, cela ne peut avoir lieu que si d'autres s'engagent en cette reconnaissance et occupent pour ces survivants, mais aussi pour leurs héritiers, la place symbolique d'un tiers agissant. Tiers agissant en ce que sa reconnaissance se doit d'inclure les condamnations des bourreaux, et si c'est possible l'application de sanctions, ce qui seul, en séparant sans équivoque les bourreaux des victimes, peut restaurer les morts à la fois dans leur humanité et leur dignité et permettre aux vivants d'investir d'autres vivants, en référence aux morts restaurés, comme des autres devenus ainsi possiblement bienveillants. Ce qu'en d'autres mots Maurice Blanchot condense en ces deux conditions qu'il juge nécessaires. Que au dehors, pour le dépossédé qui a cessé d'être, se restaure dans la communauté anonyme, l'instance d'un moi sujet, et non plus comme pouvoir dominateur et oppresseur dressé contre autrui, mais comme ce qui peut accueillir l'inconnu et l'étranger, l'accueillir dans la justice d'une vraie parole. Et qu'ensuite, à partir de cette attention au malheur sans laquelle tout rapport retombe dans la nuit, il faut qu'intervienne une autre possibilité, c'est-à-dire qu'un moi, en dehors de moi, non seulement prenne conscience du malheur comme à ma place, mais le prenne en charge en y reconnaissant une injustice contre vous, c'est-à-dire trouve le point du départ d'une revendication commune. À ceci près cependant que nous dirions plutôt, bien que l'autre ne puisse prendre conscience à ma place de ce malheur, il peut prendre conscience de sa place de mon malheur et en fonction justement de cela le prendre en charge. Il y a donc la nécessité d'une mémoire qui ne soit pas celle des seuls concernés, toute mémoire se devant d'être aussi mémoire de l'autre comme protection à la fois pour soi et pour l'autre. Elle relève de l'éthique mais aussi, sauf à rester mémoire de l'enfant loup, d'une nécessité psychique absolue pour l'humanité, les rescapés et leurs héritiers. Et ce n'est qu'ainsi protégé, appuyé sur ces autres réels et intervenants et ce qui est fondamental, formant communauté, que pour les rescapés, survivants ou héritiers, un autre peut réapparaître, devenir pensable et possible, un autre qui ne soit plus celui de la scène traumatique de destruction, un autre non meurtrier pour que le meurtre puisse en quelque sorte s'effacer de la lisière de l'autre et que renaisse avec la possibilité d'un lien de confiance celle d'un autre restauré. Peut-être est-ce aussi de ce lieu, et de ce lieu seul, qu'il leur est alors possible d'échapper à cette expérience de la persécution comme extrême solitude, dont parle Jean Améry qui sinon risque de former le noyau même de l'être des rescapés et leur seul rapport au monde possible, les conduisant souvent à une mort volontaire comme seul accès à l'autre, seule possibilité de retour dans la communauté des humains comme le dit encore Jean Améry d'emporter la main sur soi. Traité du suicide écrit en 1976, 2 ans avant son propre suicide. Pour le théoricien de la mort volontaire qu'il s'entête à appeler suicide, meurtre de soi-même, mon message peut être interprété comme une agression, un acte de vengeance, un chantage posthume, que sais-je encore. Pourtant je sais. Je sais que le message qui est absurde, mais sans lequel je ne ferai pas ce que je fais, est la main tendue de la réconciliation. Adieu donc, porte-toi bien. Je m'appartiens enfin. Ainsi mourir et mourir ainsi, serait la seule manière à la fois de s'appartenir et d'appartenir au monde en échappant à l'autre, cet autre qui, lorsqu'il est en vie, risque toujours de l'anéantir. C'est-à-dire non seulement de le rayer des vivants, mais plus encore de le faire disparaître des humains, comme s'il n'avait jamais existé en le déshumanisant. C'est ce risque de anéantisation que représente l'autre pour lui. C'est en ce sens qu'en mourant il devient hors de portée de cet autre-là. Mais à condition et seulement s'il meurt de sa propre volonté, qu'il se donne au sens littéral du mot à lui-même la mort. Ce n'est qu'ainsi et apparemment paradoxalement en perdant sa vie, qu'il peut se réapproprier son corps perdu et échapper, en s'inscrivant par cet acte dans l'humain à la disparition. Si s'appartenir permet d'échapper à l'autre comme meurtrier, cela permet aussi au-delà du meurtre, de pouvoir le restaurer. L'autre après tout, dit-il, vu dans la perspective de celui qui part n'est pas aussi terrible que ça. Ce n'est donc que le corps accent aigu approprié par cette mort, qu'un autre, non meurtrier, peut redevenir imaginairement pensable et même redevenir un interlocuteur. Ainsi le suicidant se donne-t-il la mort en gardant un lien avec l'autre, qui l'interpelle par son message.
Peut-on même aller légitimement jusqu'à penser qu'il ne se suicide que pour garder un lien avec l'autre ou encore pour restaurer un lien avec l'autre dans l'au-delà de sa mort? Là où il ne risque plus sa propre disparition, l'autre redevenant alors et seulement alors un semblable possible? Sans doute, est-ce une illusion ou le privilège terrible de l'humain dans son rapport à la mort que de pouvoir utiliser celle-ci, en dernier recours, comme un instrument de restauration de cette humanité que le passage en eux du génocidaire a comme mis hors d'atteinte. Il m'arrive aussi, écrit-il encore, d'espérer que cet ouvrage a été écrit pour une bonne cause, car il pourrait alors concerner tous ceux qui veulent être le prochain de leurs semblables. Nous ajouterons, même si le prochain ne peut exister pour lui que lui, mort. Ainsi n'est-ce pas un des moindres paradoxes de l'homme, que de pouvoir penser sa place dans la communauté des vivants dans l'après de sa mort. Temps dans lequel, nous dit-il, il pourra désormais, grâce à cette mort réhumanisante et résymbolisante qu'il s'est choisie, exister dans la mémoire des autres. Pour s'être confronté à ce paradoxe non seulement sans le nier, mais en dépliant le sens aussi loin que cela lui a été possible, et en nous en offrant l'écriture, il serait juste que, comme il le désirait, à la fois pour ce cadeau d'écriture, mais aussi pour cette mort dont la signifiance nous est transmise comme expression d'une générosité qui, au-delà de sa vie, s'est voulue gardienne de la transcendance humaine, hommage et respect lui soient rendus. Lui qui disait avoir perdu le monde où règne le principe d'espérance, mais qui, par sa mort même et à partir d'elle, en appelait à l'autre. Lui, enfin, qui a su transformer une disparition annoncée en une transmission. Ce qui, par ailleurs, nous conduit à porter un autre regard sur la question de l'immortalité, laquelle lit-on souvent en dehors du religieux, à un univers de mégalomanie, comme ce qui viendrait en alternative à une incarnation rendue impossible, car nécessitant un commerce avec les autres trop dangereux. Ainsi dans un génocide, et qui peut aussi se produire dans d'autres situations dramatiques, un sujet peut perdre la possibilité d'incarner sa filiation. Il peut alors se produire pour lui, comme un transfert de l'incarnation mortelle détruite à une immortalité hallucinée, refuge en même temps que lieu de restauration de l'humain. Comme si, à la disparition programmée, ne pouvait être opposée que l'immortalité. Cette immortalité-là aurait-elle à voir avec ce que Maurice Blanchot nomme l'irréductible en l'homme, c'est-à-dire qu'au-delà de sa vie propre, l'homme resterait débiteur de l'humain et son destin comme sa grandeur serait de pouvoir s'en soucier au-delà même de sa vie de vivant? L'écriture serait alors un des lieux où pourrait se communiquer à la fois cette perte et cette présence. Cependant, arrivé en ce point, il est impossible de ne pas se poser une dernière question essentielle car elle est la question que sa mort volontaire nous pose. L'autre, tel que nous l'avons défini comme tiers, celui qui permet d'échapper à la relation duelle meurtrière. Bourreau-victime et de ne pas se trouver contraint à la mort comme seul chemin de réhumanisation possible, lui a-t-il fait défaut ou a-t-il été détruit, en lui, au point de lui être devenu inaccessible? En d'autres termes, s'agit-il d'une véritable perte ou seulement d'un suspens et en ce cas, comment la restauration d'un véritable autre pluriel pourrait-elle avoir lieu? Question que l'on peut se poser à propos de tout rescapé tellement est forte l'emprise du génocidaire construite pour durer et se transmettre indéfiniment dans l'après-coup de son temps. Ce qui est certain, c'est que cette emprise transmet à ses héritiers comme aux héritiers de bourreaux une pathologie et une souffrance liées à cet autre comme devenu incertain. Chapitre 2. De la disparition à la BEANCE. En vain mes yeux regardent, c'est l'infini de la mort. Le désert ni naissance ni enfance, mais une existence sans souvenir ni patrie, ni père ni mère. Mais un espace silencieux où flottent des ombres. N. Sarafian. Partout j'ai été accusé, partout on m'a refusé l'entrée. Tous les gendarmes m'ont interrogé, où que j'aille, sur les morts. R. Kluger. Après avoir écouté ce qu'Hélène Epstein nous dit de ceux qui habitent, plus ou moins consciemment, tout descendant de survivants, et ceci à quelques générations de distance que celui-ci se trouve, nous reviendrons à ce qu'éprouvent les survivants à propos de cette béance telle que la nomme Ruth Kruger, qui sépare le vécu du passé qui précède le génocide, du temps génocidaire lui-même. Béance qui se produit au sein du lien intime qui unit le survivant au disparu et qui serait à l'origine de cette destruction psychique, qu'Hélène Epstein, dans son livre Le traumatisme en héritage, décrit ainsi.
Pendant des années, tout est resté enfermé dans une chambre forte, enfoui si profondément en moi que je n'étais même pas sûre de ce que c'était. Je savais juste que je portais des choses glissantes et inflammables, plus secrètes que le sexe et plus dangereuses que n'importe quelle ombre ou fantôme. Les fantômes, eux, avaient une forme et un nom. Ce qui reposait à l'intérieur de ma chambre forte n'en avait pas. Quoi que ce fût, sa puissance était telle que les mots s'effritaient avant toute description. Parfois, il me semblait que je portais une bombe épouvantable. J'avais entrevu des visions de destruction. Le soir, lorsque mes parents sortaient et que mon frère et moi étions assis devant la télévision, notre chambre, notre vie même, nous paraissait menacée, exposée sans défense. Des cambrioleurs et des assassins, ces mots allaient toujours de pair, étaient toujours en maraude, susceptibles de déboucher au milieu d'une fête. Hélène Epstein est tentée par un vécu de destruction, qui lui est d'autant plus incompréhensible, qu'elle ne peut le relier à rien qui appartienne à sa propre expérience et que ce à quoi il se rattache lui a été en partie caché et dénié par son entourage. Et pourtant, elle ne connaît pas d'autre monde que le monde de cette histoire qu'elle transporte en elle et transpose dans le monde où elle vit. Un monde qui se trouve alors envahi de dangers aussi innommables qu'innombrables, et qu'elle transforme en danger possible du quotidien. Car il faut à tout prix donner forme et sens à ce monde intérieur, le transcrire en dangers réels évitables, les assassins, les cambrioleurs, desquels il est possible de se défendre pour ne pas devenir fou. Il se passe parfois longtemps avant qu'un sujet ne prenne conscience que ce monde projeté ne correspond pas au monde réel, mais est porteur d'un sens à décrypter qui, lui, renvoie à un autre monde qui a existé, celui du temps génocidaire, et qui seul peut permettre de l'expliquer. C'est pourquoi Hélène Epstein enfant ne sait d'où proviennent ces visions de destruction, celles où elle voit du sang et du verre brisé, mais aussi des monceaux de squelettes et des barbelés noircis auxquels des morceaux de chair restaient attachés. Et où parfois, elle a l'impression que sa chambre forte contient une tombe. Mais c'est aussi pourquoi, plus tard, elle ne pourra concevoir pour rejoindre ces lieux en elle, à la fois retranchés, inaccessibles et enquistés, que de passer par des autres semblables qui soient en relation interne et se débattent avec le même monde qu'elle. Je suis allée trouver un groupe de gens, dira-t-elle, qui, comme moi, étaient possédés par une histoire qu'ils n'avaient jamais vécue. Je voulais les interroger, afin de pouvoir atteindre la partie la plus insaisissable de moi-même. Ce sont ces autres qui, à partir de ce savoir commun, seront les seuls à pouvoir lui faire office de miroir et de double. Et ce n'est qu'à partir de ces retrouvailles de soi en l'autre, qu'ils pourront atteindre ensemble le sens et les mots qui correspondent à leur vécu, et que les mots ne s'effriteront pas avant toute description, mais seront tenus par la partie de l'être de l'autre, celle-là même qui leur appartient en commun mais qui aussi échappe à chacun. Pour les héritiers des rescapés, il y a donc une rupture entre leur monde intérieur et le monde extérieur. Ces deux mondes n'ont d'une certaine manière aucun lien entre eux, même si le monde hors temps génocidaire contient aussi des assassins, des voleurs, du sang, des bombes et bien sûr des tombes. Mais il se crée là, pour eux, une béance que nous relierons à celle dont nous parle Ruth Kruger, rescapée du génocide juif après son séjour en camp de concentration et d'extermination dans son livre Le refus de témoigner. Voici comment elle vit le monde dans lequel elle retourne, et comment se lie, ou plutôt ne peut se lier psychiquement pour elle, l'avant du génocide et l'après, et ceci à partir de la dislocation de l'image de ses proches disparus. Au début de son récit, elle raconte des épisodes de sa vie quotidienne avec son père, et les souvenirs qu'elle en garde, dont le paradigme pourrait être ce souvenir lié à la machine à écrire de celui-ci. Un jour ma cousine et moi eûmes l'idée que nous pourrions l'utiliser dans l'un de nos jeux. Mon père n'était pas là, et nous allâmes tout simplement prendre la machine. Mais lorsque le père rentra, il fut contre toute attente très mécontent, une machine comme ça ce n'est pas pour les enfants. Je pris sa colère très au sérieux, comme tout ce qui venait de lui, et je pensais que nous avions commis une faute très grave. Je tremblais toute la soirée et un demi-siècle plus tard, je vois encore sa mine renfrognée. Et elle enchaîne. Je raconte ses enfantillages parce que c'est tout ce que j'ai de lui, et bien qu'avec la meilleure volonté du monde je sois incapable de faire le lien entre eux et la façon dont il a fini. Pour moi mon père est celui dont j'avais tel ou tel souvenir. Qu'il ait fini nu dans le gaz toxique, se débattant pour trouver une issue, cela rend tous ces souvenirs futiles jusqu'à les invalider. Il reste que je ne saurais les remplacer par d'autres, ni les effacer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.